Au programme, cap sur l'UFC Fight Night 251, le combat de Oumar Sy qui serait annulé, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 11 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, Chaos Williams sera opposé à Gabriel Bonfim. Williams, il a connu 2 défaites à l'UFC, une contre Michel Pereira. Il estime d'ailleurs dans ce combat avoir rompu face à la difficulté, mais il assure que ça ne se reproduira pas. Et puis l'autre, c'était face à Randy Brown, une décision partagée qui lui a laissé un goût amer, et surtout qui lui a appris qu'il ne fallait jamais laisser la décision entre les mains des juges, mais aussi la nécessité de rester concentré jusqu'au bout, ce qui peut éviter de concéder un takedown à 30 secondes de la fin, takedown qui peut dans certains cas nous coûter la victoire. Il estime sinon être au niveau physiquement et mentalement, et il ne lui resterait plus qu'à travailler ses stratégies, c'est ce qu'il affirme. Je rappelle que Williams, il débarque à l'UFC en 2020, il va combattre 5 fois en 2 ans. Depuis, il s'est fait un peu plus rare, avec seulement une apparition chaque année. Il explique cette absence par le fait qu'il avait énormément de choses à gérer dans sa vie personnelle. Toujours ce week-end, mais en main event cette fois, Grégory Rodriguez va faire face à l'ancien prétendant à la ceinture, Jared Cannonier. La dernière fois qu'on a vu le Brésilien en action, c'était au mois de juillet. Suite à ça, il a accepté un combat pour le mois de décembre face à Alice Kirov. Malheureusement pour lui, ce dernier a refusé. Il est donc parti dans l'idée de n'accepter personne qui soit classé derrière le Russe. Il a demandé Paulo Costa, mais il n'y a jamais eu de retour. Quand l'UFC est venu vers lui avec Jared Cannonier pour un main event en plus, il a tout de suite dit oui. Malheureusement, Jared, dans un premier temps, a refusé le combat. On lui a donc proposé Dolidze. Une fois de plus, il a répondu par l'affirmatif. Et puis finalement, très rapidement, on lui a appris que Cannonier avait accepté de l'affronter. D'après lui, ce combat prouve à quel point l'UFC le respecte. Un main event contre un ancien prétendant à la ceinture, je le rappelle. Il décrit cet adversaire justement comme un combattant d'expérience, surtout sur 5 rounds, un combattant très dur, mais il est convaincu, pour le citer, qu'il va le frapper comme personne ne l'a jamais frappé, et il pense aussi que sa pression et sa puissance pourront faire la différence. Et puis sinon, il affirme aussi être arrivé à maturité, être très bien entouré, et avoir vécu le camp d'entraînement le plus dur de sa vie. Et son adversaire, justement, Jared Cannonier, a l'impression de se retrouver pour la 3e fois consécutive dans la même situation, à savoir affronter un espoir de la catégorie. Je rappelle qu'il sort de 2 défaites face à Imavov et Borayo. Ceci dit, il est très reconnaissant envers l'UFC de lui offrir un nouveau main event. Il sait que Rodriguez est le genre de combattant qui aime aller à la bagarre, qui aime avancer et qui continue à avancer même quand il commence à prendre des coups. Lui, de son côté, il compte bien profiter de son avantage de vitesse et de la puissance qui va avec, bien sûr, pour essayer de renouer avec la victoire. D'ailleurs, on parle beaucoup de lui comme un gros frappeur, mais il faut quand même se rappeler que son dernier KO, sa dernière victoire par KO, c'était en 2022 face à Derek Bronson. Depuis, il a combattu 5 fois sans réussir à s'imposer avant la limite. En 2024, il a combattu 2 fois, on en parlait un peu plus tôt, une fois au mois de juin et une fois au mois d'août, 2 combats très rapprochés. Il admet à demi-mot aujourd'hui que combattre de manière si rapprochée n'était pas la chose la plus intelligente à faire, et s'il avait une leçon à tirer de ses combats, ce serait de mieux gérer son énergie dans la cage comme en dehors de la cage. On a Daniel Cormier qui nous apprend qu'il a eu une petite discussion avec Pereira. Il lui a juste dit que Dricus du Plessis voulait l'affronter, et le Brésilien lui aurait répondu « Il est trop petit, ce gars est trop petit ». Bon, Pereira, on connaît le style, c'est pas un grand bavard, il joue un peu de son image. Au-delà de ça, ça ne reste qu'une déclaration. Je commence de plus en plus à croire que si Dricus du Plessis bat Chimaev et que si Pereira bat Ankalaev, on pourrait, vers la fin de l'année, avoir ce combat. C'est pas forcément le combat que je souhaite, mais j'ai l'impression de plus en plus qu'on pourrait se diriger vers ça. L'avenir nous le dira, parce qu'il y a du travail à faire avant d'arriver là. Toujours concernant les événements du week-end, Bilal Mohamed forcément a regardé le combat, lui c'est le champion des moins de 77, Dricus du Plessis et Strickland c'est les moins de 84, et il a tweeté « Je peux être double champion assez facilement ». On le sait, il déteste Strickland, j'ai pas l'impression qu'il ait quelque chose contre Dricus du Plessis, mais peut-être que s'il pouvait tenter de monter et de prendre la double ceinture, il commence à placer ses pions.
Johnny Eblen, lui, qui est combattant du PFL, a tweeté: c'est déprimant à chaque fois que je regarde un combat pour le titre des poids moyens de l'UFC. Je sais que je suis à ce niveau. Je sais que je peux battre ces gars. Je veux juste affronter les meilleurs au monde. Johnny Eblen au PFL serait-il lui aussi déçu de la fréquence de ses combats, une fréquence qu'il jugerait trop basse? Je ne sais pas. Pourrait-on le voir un jour à l'UFC? Je ne sais pas non plus. Mais c'est sûr que ce serait un sacré ajout pour cette catégorie déjà bien fournie, surtout en ce moment. Et puis pour conclure avec cet événement, Demetrius Johnson a donné son avis sur Sean Strickland. Et ce qu'il dit, hein, c'est que les tips et les front kicks, il a fait ce style de combat pendant les 4 dernières années et il pourrait continuer de le faire pendant les 4 prochaines. Mais pour être meilleur, tu dois mettre de côté ton ego et te forcer à évoluer et à apprendre de nouvelles choses. Je pense que Demetrius Johnson a raison. Maintenant, à l'âge de Strickland et au stade où il en est dans sa carrière, je suis pas convaincu que ce soit une chose si facile que ça. Demetrius Johnson, lui, est un combattant ultra complet, je le rappelle, donc il voit peut-être les choses sous un autre angle, et puis ça a été aussi un champion très dominant. Eugène Barman, le head coach de la City Kickboxing, hein, la salle d'Israël Adesanya, c'est son coach depuis des années, on le sait. Lui, il aimerait voir Israël se retirer du sport, voilà, partir, il en a fait assez. Maintenant, il ne veut pas le forcer à le faire. Adesanya fera ce qu'il veut, et tant qu'Adesanya décidera de combattre, il sera à ses côtés, et il l'amènera dans toutes ses batailles, c'est ce qu'il a déclaré. Brandon Royval est forfait de son combat contre Manel Kape, on en a déjà parlé, il en a dit un peu plus, la raison ce sont des commotions cérébrales, les coups reçus au cerveau, on se doute qu'il a dû prendre un KO à l'entraînement. Jouer avec ça, c'est pas forcément très intelligent, moi je peux comprendre qu'il se retire. Maintenant, Manel Kape, il y a une semaine encore, qui nous sortait la petite chanson de moi, ce qui m'intéresse c'est le sportif, c'est pas tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, le trash talk, etc. Il n'a pas pu s'empêcher, une nouvelle fois, il a tweeté: dans ce sport, si tu te fais mettre KO à l'entraînement, ça fait partie du jeu, c'est quelque chose d'inévitable, ça peut arriver à tout le monde. On ne fait pas de la danse, mais ce n'est pas une blessure qui doit te faire te retirer d'un combat comme une main cassée ou une côte cassée, etc. Tu prends 4 jours de repos et tu y retournes. C'est ton choix d'être sorti de ce combat. En fait, tu ne le veux pas autant que tu le dis. T'as pas aussi faim que tu le dis. Tu veux jouer juste la jouer safe, hein, la jouer sécurité. Bon, Brandon lui a répondu: écoute, toi, tu mérites même pas de m'affronter. T'as battu le numéro 14 après avoir pris part à un des pires combats de l'histoire de l'UFC. Je fais juste des quêtes secondaires actuellement. On se voit bientôt. Voilà, réponse du berger à la bergère. Moi, je peux comprendre que Royval, avec une commotion cérébrale, se retire. On ne sait pas à quel point elle est dure en plus, hein. Ça serait un peu bête de se retrouver dans une situation très compliquée au niveau cérébral pour un combat. Royval, il est ultra actif, on sait que c'est un guerrier. S'il se retire, c'est qu'il a, je pense, de très bonnes raisons. Oumar Nurmagomedov, on le sait, il s'est cassé la main face à Merab Dvalishvili, peut-être qu'elle était déjà cassée avant, je ne sais pas. En tout cas, il estime qu'il sera de nouveau capable d'envoyer un coup de poing dans 4 mois, et que donc probablement il pourrait faire son retour à la compétition d'ici 6 mois. On vise donc une fin d'été. Paulo Costa, lui, vise un retour pour sa part au mois d'avril. Ça devrait venir assez vite, on n'a toujours pas de nouvelles, on est en février. Peut-être qu'il y a déjà des discussions qui se passent en coulisses et on n'est pas au courant. Mais Paulo Costa, en avril, pourquoi pas? Je l'ai déjà dit, je n'attends malheureusement plus grand-chose de lui. Dustin Poirier, on le sait, son prochain combat sera le dernier. On en parlait hier, ce sera peut-être à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Son état de naissance, l'état où il vit, hein, je rappelle qu'il quitte cet état seulement pour ses camps d'entraînement. Il s'entraîne en Floride. On lui a demandé si Paddy Pimblett pouvait être son dernier adversaire. Il a répondu que non, je ne vais pas me retirer en combattant Paddy Pimblett. À 100%, ce sera un combat contre une légende. Dustin Poirier, je pense en effet qu'il mérite au moins ça. Petit détour par l'Hexagone et malheureusement le français Oumar Sy poste sur les réseaux sociaux l'affiche de son combat contre Menifield qui devait avoir lieu le 22 mars en Angleterre avec une croix et comme commentaire: sorry, donc désolé, il semblerait qu'il soit blessé. À l'heure où j'enregistre, ou en tout cas blessé, ou que l'annulation vienne de son côté, c'est ce que j'en comprends, c'est ce que j'en déduis. Rien d'officiel pour l'instant, mais en tout cas, je pense que ce combat est maintenant de l'histoire ancienne. Matt Brown qui poste lui aussi sur les réseaux sociaux, je vous le cite: cette année, ça fera 20 ans que je m'entraîne aux arts martiaux. Je suis passé du statut de perdant, de loser qui prenait de la drogue et faisait des fêtes dans la rue, au top 10 des combattants du monde. Et sur le chemin, j'ai aussi pris quelques records. C'est vraiment dingue de se rendre compte que tout est possible et comment je l'ai fait en travaillant et en m'améliorant. Matt Brown, l'immortel, sacrée carrière, toujours là.
C'est quand même quelque chose à souligner. Chris Cyborg, elle aussi, profite des réseaux sociaux. Elle poste une photo d'elle avec toutes ses ceintures. Alors, elle a le Strike Force, elle a l'Invicta, elle a le PFL, elle a le Bellator, elle a l'UFC. Et puis, elle dit que maintenant qu'elle a toutes les ceintures du MMA, ce qui est vrai, peut-être qu'il est temps d'aller en chercher des nouvelles, mais en boxe, et que des nouvelles devront arriver cette semaine. Chris Cyborg, sacrée carrière. Alors, je sais qu'on va me parler de dopage, etc., etc. Écoutez, à l'UFC, pas vu, pas pris. C'est tout ce que je peux vous dire sur son sujet. C'était tout pour les actualités du jour, mais ne quittez pas, pensez à liker, vous abonner, commenter, et tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et on démarre avec Chacha Delacroix qui me dit entre Dricus qui rembarre Imavov en cassant la hype potentielle de son combat contre Strickland. T'as raison, il a fait d'une pierre deux coups. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, ce qu'a dit Dricus, c'est que si Imavov affronte Strickland, ce sera un bis repetita de leur premier combat et que Strickland allait s'imposer. Ça ne reste que son avis, bien sûr. Et Weili Zhang qui va essayer d'être double champ, donc griller la priorité à Manon Fiorot. Ça semble mal parti pour les Français en ce début d'année niveau ceinture. En plus, la France ne fera jamais le poids face à la Chine niveau audience pour l'UFC, et nos combattants n'ont pas vraiment le sens du commerce. Vous êtes nombreux à m'avoir dit ça, hein, que le manque de notoriété va peut-être leur coûter leur place pour la ceinture, en tout cas dans les mois et les semaines qui viennent. Vous n'avez pas tort. Maintenant, j'ai l'impression qu'entre un combat Weili Zhang, Valentina Shevchenko, je sais pas ce que tu peux faire de plus. Il aurait fallu que Fiorot mette KO tous ses adversaires, qu'elle ait de bonnes sorties hein, quand elle prend le micro. Mais c'est vraiment Valentina Shevchenko contre Weili Zhang après la performance que nous a sorti Zhang. Surtout que Shevchenko, depuis quelques combats, c'est quand même moins spectaculaire que ça l'a été. Donc on se dit que c'est le moment pour elle d'aller prendre la double ceinture. Et puis oui, le marché chinois est énorme par rapport au marché français. Forcément, ça doit aussi peser dans la balance, mais ne serait-ce que les performances de Zhang, c'est quand même énorme. Thomas Bedreni qui me dit « Sincèrement, certaines peintures peuvent vraiment défoncer. J'ai travaillé dans le bâtiment et j'ai déjà été tellement défoncé par la peinture que j'avais des déformations visuelles et des hallucinations auditives. J'étais littéralement à l'ouest, pire que si j'avais bu. » Oui, parce que je vous parlais que lors de l'UFC en Arabie Saoudite, beaucoup de combattants se sont plaints du fait que le vestiaire avait été repeint juste avant l'événement et que ça sentait très fort, que certains avaient même dû sortir du vestiaire pour aller respirer dehors. Et il y a un auditeur qui me disait oui, ça ressemble un peu à une excuse. Et ce que moi je te disais, c'est que un combattant qui le dit, ça peut être une excuse, mais plusieurs combattants, dont certains qui ont gagné, là je pense que ce n'est plus une excuse, c'est réel. Et oui, en effet, la peinture, c'est comme les solvants, etc. C'est un truc de dingue. Une erreur qui j'espère ne se reproduira pas. Choi qui me dit je trouve, j'ai hâte de voir Dricus contre Khamzat. Je trouve que Chimaev est vraiment impressionnant. Je me demande comment il va s'en sortir contre un profil aussi spécial que Duplessis. Si Dricus passe les 2 premiers rounds, est-ce que Khamzat aura encore assez de jus pour le soumettre? Mais si, bien sûr, je suis derrière Nassour, même si, bien sûr, je suis derrière Nassour, mais je pense qu'un combat est encore nécessaire à faire monter sa hype à l'international, mais aussi de ceux, et nous par la même occasion en tant que Frenchie, venger de Strickland, et par la même occasion observer et préparer le combat entre le gagnant du Dricus et Chimaev. De toute façon, Nassour devra forcément affronter un jour Khamzat. Pareil, c'est un message qui revient souvent concernant Chimaev et Duplessis. Qu'est-ce que donnerait le combat? C'est vrai que quand tu vois ce qu'a fait Chimaev contre Ousmane ou Burns, alors on peut me dire Burns c'était en poids welter, Ousmane il était malade, etc. Tu vois quand même que passer le premier round, ça devient dur. Dricus Duplessis, il a un gros cardio. Dricus, c'est un vrai poids moyen aussi, contrairement à Ousmane. Maintenant, il n'a pas la lutte d'Ousmane, en tout cas je pense. Il n'a pas le JJB de Burns, je pense aussi. Donc tout ça, ça peut peser dans la balance. Il semblerait qu'il soit très fort physiquement, Dricus. Chimaev, j'ai pas l'impression qu'il va chercher à s'adapter à Duplessis. Lui, il va arriver, il va chercher à le lutter. C'est ce qui semblerait qu'il puisse arriver. Duplessis, lui, va peut-être chercher à s'ajuster. Si Duplessis survit aux 2 premiers rounds, c'est vrai que je pense que ça va être très dur pour Chimaev. Maintenant, bien sûr, je peux me tromper. Et puis Nassourdine, j'ai aussi l'impression que l'UFC va le refaire combattre. Tu sais, Manon Fiorot, je pense que ce qui peut lui coûter cher aussi, c'est qu'elle a battu Blankfield et elle s'est mise dans la position de celle qui avait tout fait et donc qui méritait de combattre pour la ceinture. Personnellement, sportivement, je pense qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais on le sait, l'UFC n'aime pas beaucoup ça. Elle a pu être un peu arrogante parfois envers Valentina en disant oui, tu te caches, tu veux pas m'affronter. Peut-être que si elle avait dit écoutez, je pense que je mérite ma chance, mais je vais battre tout le monde s'il faut que je batte tout le monde pour avoir ma chance, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. Maintenant, on n'en sait rien, mais j'espère que Nassourdine ne fera pas la même erreur de se mettre sur le côté. Mais de toute façon, il a dit qu'il voulait être actif, donc j'espère qu'il le sera.
On a Aferp maintenant qui me dit: «Je voulais revenir sur la prestation de Joussé». Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat aussi, que j'ai trouvé très décevante et frustrante. Du premier au dernier round, on a l'impression qu'il n'a pas changé de stratégie et son niveau debout, je le trouve assez suffisant je le trouve pas assez suffisant pour inquiéter certains combattants de la catégorie, tout en sachant qu'il n'excelle dans aucun domaine. Dire que son ancien orga, il était double champion, vraiment je comprends pas, mais c'est aussi possible qu'il était blessé ou un truc du genre, ce qui explique cette défaite. Peut-être qu'il y avait une blessure et qu'on n'est pas au courant. Maintenant, c'est vrai qu'il a joué la même partition tout au long du combat. Son adversaire n'a rien fait de dingue en face, hein, à part se déplacer, le mettre dans le vent grâce à ses déplacements. Il l'a durement touché 2 fois, c'est ce qui a fait basculer le combat de son côté. C'est vrai qu'il perd contre un mec qui est invaincu, c'était son premier, qui est inconnu, pardon. C'était son premier combat à l'UFC. C'est pas génial. J'espère que l'UFC ne va pas le cutter. Il y en a aussi qui me disaient parmi vous, on nous a dit que c'était un gros judoka, qu'il était très bon en judo, qu'il avait fait des sparring debout contre Adesanya, qu'il avait le dessus. Pour l'instant, on voit pas ça dans la cage. Est-ce que le stress joue aussi? C'est possible. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il revienne plus fort, qu'il apprenne de cette défaite et qu'il nous régale dans l'octogone très prochainement. Et on termine avec Ratila qui me dit: vous pouvez critiquer Doumbé autant que vous le voulez, et c'est pas du tout pour redescendre les autres Français comme Nassourdine ou Fiorot, qui évidemment sont devant lui en termes d'accomplissement MMA, c'est important que tu dises ça, mais Doumbé est le seul Français à savoir trash talk et l'un des seuls qui sait vendre. Je suis d'accord avec toi, et là, 1/5 de son trash talk aurait pu être suffisant pour que Nassourdine ou Fiorot ait le title shot, mais bon. Alors c'est vrai que Doumbé, niveau trash talk, c'est un des seuls Français qui le fait, qui arrive parfois à être un peu drôle, parfois pas. Mais en tout cas, il fait parler de lui. Moi, je suis pas forcément fan, tu vois, de sa façon de parler, etc. Maintenant, faut avouer que ça marche. Il est énormément suivi. Le PFL, c'est vraiment, c'est la poule aux œufs d'or pour le PFL. Ils font tout pour lui. Nassourdine, c'est vrai que ça lui a peut-être un peu manqué, mais Chimaev, il a une telle notoriété qu'il aurait fallu que Nassour soit au moins au niveau de Chimaev, ce qui est pas facile parce qu'il y a aussi les résultats de Chimaev, le fait qu'il arrive à l'UFC, qu'il fasse 2 performances coup sur coup. Il y a tout ça qui va autour de Chimaev aussi. Et puis, concernant Manon Fiorot, même avec du trash talk, franchement, je ne sais pas si ça aurait été suffisant pour passer devant un combat Zhang-Shevchenko. Je n'en sais rien. Maintenant, en tout cas, je pense que c'est mort pour eux. Mais c'est vrai que du trash talk aurait peut-être pu aider. Je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire ouais, Ratila, ce qui dit Doumbé, il est pas devant Nassourdine Imavov niveau sportif, mais il le met dans le message, hein. Niveau sportif, Fiorot et Nassourdine sont devant lui. Maintenant, niveau trash talk, c'est vrai que lui est devant. Et ce que je te répondais, c'est que niveau des Français qui auraient pu avoir de la hype, de la notoriété, Benoît Saint-Denis aux États-Unis commençait à faire beaucoup parler de lui avant le combat contre Dustin Poirier. Joe Rogan avait fait son éloge, donc ça aurait peut-être pu être quelque chose. Malheureusement, les résultats n'ayant pas suivi ces derniers mois, c'est un peu plus compliqué, mais il y avait un petit quelque chose avec Benoît Saint-Denis, sans faire de trash talk en plus, juste avec son style de combat et ce qu'il dégage. Pour l'instant, forcément, ça marche un peu moins bien. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement à 17h. Passez une très bonne soirée. Salut.